Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui paraît, soit dit en passant, sûrement avec un jour de retard. Vous savez, en ce moment, c'est un petit peu chargé. Bref, dans cette vidéo, on va débriefer et analyser le match entre le FC Nantes et le Paris FC qui a eu lieu dimanche soir pour le compte de la 18e journée de Ligue 1. Personnellement, dans ma dernière vidéo, j'avais pronostiqué un match nul, un partout entre ces deux équipes et j'étais pas loin du compte finalement. Peut-être qu'un match nul aurait été plus logique. Ça, on va le voir un peu plus tard dans l'analyse. Au final, le score est de 2-1 pour le Paris FC qui va gagner des points précieux pour le maintien à la Beaujoire. Évidemment, à mon grand malheur en tant que supporter nantais. Dans cette vidéo, voilà, on va faire un résumé analyse du match et dans une seconde partie de la vidéo, je vais vous donner les notes que j'ai attribuées aux joueurs du FC Nantes pour ce match et certains ont vraiment eu de mauvaises notes. On commence avec les compositions d'équipe. Alors, Ligue 1 Plus nous a annoncé un 3-4-3 pour le FC Nantes avec Koza, Tati, Mwanga en termes de charnière. Des pistons Machado, Amiens, un double pivot Sissoko, Coquelin, donc la nouvelle recrue Sissoko, hein, qui est arrivé récemment de Bochum, qui évolue en Bundesliga 2. Voilà, il avait été blessé, donc il n'avait pas énormément joué. On l'a acheté au mercato hivernal pour 2 millions d'euros. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais dans la France de Macron et qui plus est au FC Nantes de Kita, voilà, de lâcher 2 millions d'euros sur un joueur au mercato hivernal, c'est quand même assez inédit. Et puis en attaque, Kabela, El Arabi, Ablin. Donc pas de Le Penant titulaire, pas de Guirassy titulaire, pas de Duff titulaire et donc Sissoko préféré aux jeunes Nantais. Et côté parisien, on avait une défense à 5. Alors côté nantais, on disait un 3-4-3, mais c'était plus un 5-2-3, voilà, clairement. Mais donc, et c'était plutôt l'inverse, voilà. Nantes a annoncé en 3-4-3, jouait plus à 5, et le PFC a annoncé en 5-2-3, jouait plus à 3 derrière. Mais donc voilà, une composition assez classique avec Kevin Trapp à la place d'Obed Cambadio dans les cages. On sait que le coach du PFC aime bien faire tourner ses gardiens. Et puis après, une équipe assez classique avec Kebal de retour de la CAN. Et ce match va commencer. Bon, déjà, petit aspect tactique. Vous vous souvenez, dans la composition, voilà, je vous remontre. Mwanga était annoncé défenseur central et Sissoko au milieu. Et là, on voit directement que c'est Sissoko en défense centrale et Mwanga au milieu. Ce qui me paraît un petit peu étonnant parce que certes, ils ont tous les deux les qualités physiques pour jouer en défense centrale, même si les deux sont des milieux de terrain. Mwanga a, cette saison, depuis qu'il est à Nantes, beaucoup joué et dépanné en défense centrale, alors que Sissoko, c'est son premier match et il a très peu joué défenseur central ces dernières années, en tout cas. Je trouvais ça assez étonnant et de les voir comme ça dans ces positions, moi, j'aurais clairement fait l'inverse. Mais ce match, donc, comme je l'ai dit, va commencer fort avec Coquelin ici en position du ballon à la 6e minute de jeu. On voit pas mal de Nantais et surtout pas mal de Parisiens de grande taille parce qu'on revient d'un corner. Il pense qu'il n'y a personne derrière lui. Voilà, j'ai essayé de zoomer, mais il pense qu'il y a personne parce qu'il pose la semelle sur le ballon. On voit bien, il fait un contrôle, il va essayer de se retourner pour voir qui y a, où faire la passe, et cetera. Donc il pose la semelle, sauf qu'il n'a pas vu que Timothée Kolo-Djezak, qui était monté pour le corner, était encore dans son dos et il va venir faire un pressing très bon, hein. Pour moi, il y a pas faute clairement du défenseur parisien. Il va revenir récupérer le ballon sur Coquelin, voilà, juste là. Et donc Kebal va s'en saisir, va faire ce qu'il sait faire de mieux. Hop, prendre le ballon, petit crochet pied gauche pour se l'amener sur le pied gauche. Crocheter Koza, bon, c'est pas très compliqué. Il va le crocheter et puis il va envoyer une frappe pas très forte mais très bien placée qui va laisser Anthony Lopez dans cette position. Voilà. Alors moi, j'en veux un petit peu, déjà à Coquelin, celui à qui j'en veux le plus, clairement. Pour moi, il y a plusieurs erreurs dans ce but, mais Coquelin a clairement la plus grande de ne pas faire attention à ce qu'il y a derrière lui. C'est quand même un milieu de terrain avec énormément d'expérience. Normalement, ce genre de ballon, tu ne les perds pas, surtout pas à cet endroit-là. Deuxième faute, Koza qui se fait dribbler trop facilement, mais j'ai envie de dire, c'est le moins fautif parce que c'est quand même Kebal en face. Et le troisième fautif, c'est Antonio Lopez parce que même si la frappe est bien placée, elle n'est pas très forte. Et voilà, elle est bien placée, mais je suis sûr que si Anthony Lopez est un peu plus réactif, il peut l'avoir. Bref, ça fait 1-0 au bout de 6 minutes de jeu et là, je me dis: «Oh là là, oh c'est parti». Ah, nous qui comptions sur ce match pour gagner après la victoire face à l'OM, enchaîner une deuxième victoire de suite en Ligue 1, ce qui n'est pas arrivé de la saison, ça commence assez mal et ça va continuer mal parce que sur ce retour parisien,
Donc voilà, le 1-0 est passé, il est acté. En une touche, Kebal va faire une ouverture magnifique au-dessus de la défense, nantaise pour Crasso qui a pas mal pesé sur la défense, surtout en première période. Donc il va envoyer un ballon comme ça au-dessus de la défense. Crasso va réussir à s'en saisir alors que les 2 Nantais sont sur lui et là, je pense que vous remarquez qu'il y a un problème. Il y a plus de Parisiens que de Nantais. Alors qu'ils sont peu, hein, les Parisiens. Je veux dire, il y en a 3. Alors, là, il y a 2 Nantais face à 3 Parisiens. On voit non, Koza ici et Mwanga qui reviennent, mais c'est pas assez. Où est Amiens, le latéral? Machado de ce côté est trop. Koza est censé être aux côtés de Crasso aussi et Amiens est censé être beaucoup plus proche d'ici. Là, on le voit même pas sur l'image, c'est vraiment, complètement aberrant. Crasso va, on ne sait comment, s'en sortir et décaler Alimami Gori, qui est complètement seul, hein, évidemment, il n'y a personne sur lui, qui va finir tranquillement 2-0 au bout de 9 minutes de jeu. Ouais, j'ai quitté le match. Voilà, je vous le dis, honnêtement, bah, j'étais pas chez moi, donc c'était assez compliqué de le regarder. J'avais quand même réussi à commencer, le match. J'ai vu 2-0 au bout de 9 minutes de jeu, j'ai, lâché mon téléphone et j'ai fait autre chose, voilà. Concrètement, voilà. Mais ce que je ne savais pas et ce que j'ai su que plus tard quand je suis revenu voir le score, à la pause, c'est que ce but a été annulé pour cette faute de Jean-Philippe Crasso. Vous voyez ici, en protégeant son ballon, il va mettre son pied sur, le pied de Sissoko, ce qui va empêcher, bah, le milieu défenseur nantais d'intervenir et donc le but va être annulé. Voilà, annulé, but annulé pour faute par la VAR et donc on reste à 1-0 mais déjà on sent que, l'ascendant psychologique, il est clairement pour les Parisiens. Et comme une mauvaise nouvelle ne vient pas seule, après l'ouverture du score, Machado à la 15e minute se blesse, tout seul, hein. Je crois que c'est sur des accélérations, mais d'un coup il se met au sol, les médecins arrivent et non, il va sortir et c'est Le Penant qui va le remplacer et donc Koza qui était dans la défense à 3 va passer, piston latéral comme vous voulez et Mwanga va glisser dans la défense dans la charnière centrale. Ce qui fait que notre défense centrale était composée de 2 milieux de terrain et d'un seul vrai défenseur central de formation. Koza, qui n'est clairement pas un piston, un latéral offensif, va être de ce côté-là. Et moi, je peux vous le dire, Koza, ce n'est pas Machado. Je pense que c'est une surprise pour personne, évidemment, mais c'est vraiment un niveau différent sur ce poste. Ensuite, je voulais vous montrer deux trois points tactiques. Voilà, des espaces laissés par les Nantais, beaucoup du côté droit de Amiens, énormément d'espace. Et là, on va voir Kebal qui va pouvoir toucher tranquillement Sanguy qui était souvent libre absolument de tout marquage. Noah Sanguy qui collait la ligne de touche et c'est ce qu'il fallait faire parce qu'il y avait énormément d'espace, notamment sur cette situation à la 20e et de nouveau sur cette situation à la 24e. Tout l'espace qu'a Noah Sanguy, mais vraiment, il peut débouler comme il veut. Amiens, il a été en difficulté sur ce match et lui qui était capitaine il y a encore de ça, quasiment un mois, je trouve qu'il est bien moins bon qu'en début de saison où je le trouvais assez irréprochable. Et donc, en fin de première mi-temps, on va avoir un ajustement tactique de la part de Cantari qui voit bien que la défense à 5, on prend l'eau complètement. Comme je vous l'ai montré là et là, il y a des espaces de partout. Il va donc faire un ajustement tactique et donc passer en défense à 4, donc passer d'un 5-2-3 à un 4-3-3 avec Koza Amiens en latéraux et Mwanga et Tati en défense centrale. Ce qui faisait que Sissoko remontait d'un cran pour venir devant la défense en tant qu'un petit peu 6 et donc former un milieu à 3 avec Coquelin et Le Penant. Et franchement, ça a été mieux, hein. Déjà sur cette fin de première période, ça a été mieux et durant la seconde période, ça a été beaucoup mieux avec une défense à 4 qu'une défense à 5. Et voilà, je voulais vous montrer bon, ce passage n'a pas eu d'incidence sur le score, mais ça va rester, un petit peu dans les mémoires de Mathis Sabline, des supporters qui étaient présents et surtout, du dénommé Otavio qui s'est fait mélanger complet par notre attaquant, Mathis Sabline. Vous voyez, il va avoir le ballon là, action classique. Heu, il va faire un inter-exter qui va complètement perdre, Otavio et vous croyez que c'est fini? Non, il va le crocheter, Otavio va tomber complet dans le piège, il va glisser sur je sais pas combien de mètres et se retrouver au sol. Vraiment, c'était magnifique de la part de Mathis Sabine. Regardez là, j'ai mis un meilleur angle. Quand, le défenseur est face au ballon
face à l'attaquant, mais dans cette position, en général, c'est pas bon signe. Alors vraiment, c'est que l'inter-exter, il s'est fait vraiment, prendre, comme un amateur. Et après là, mais oh là là, mais Mathis Sabline bien droit, comme si de rien n'était. Et tu Otavio comme ça, qui est pas un peu comme s'il venait de tacler, non, il est vraiment quasiment sur le dos. Donc cette action de Mathis Sabline, c'est très très fort de sa part. Malheureusement, il va après faire un centre-retrait pour Le Penant qui va arriver ici, qui va complètement dévisser sa frappe. Et c'est dommage parce que ça aurait pu être un top but si ça avait fini au fond des filets, mais il n'en sera rien. Et voilà, je voulais montrer en fin de seconde période, on poussait pour arracher l'égalisation évidemment, de première période je veux dire. On poussait pour arracher l'égalisation et donc c'est souvent j'ai remarqué, hein, c'est une constante dans les matchs du FC Nantes que quand on est mené au score, bah, forcément, tout l'attaque, pourquoi pas, mais personne au milieu. Genre il y a la défense, l'attaque et au milieu un vide interstellaire, là, il y a absolument personne alors qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 joueurs sur quasiment une même ligne offensive et les 3 défenseurs là qui étaient Tati, Manga et Sissoko qui essayent de les trouver mais en même temps quand tu as 7 joueurs offensifs, enfin 7 joueurs de Nantes sur une ligne offensive, bah, forcément il y a beaucoup de Parisiens au marquage et donc c'est compliqué et personne n'a l'idée de venir décrocher là pour, offrir une solution de passe aux défenseurs. Ce genre de tactique ne sert à rien, voilà clairement. Bref, cette seconde période va très bien commencer pour le FC Nantes qui globalement aura fait une bien meilleure seconde période que la première. Et donc elle va commencer à la 50e minute de jeu par Mwanga qui va faire une super passe au-dessus de la défense comme ça pour Mathis Sabine, parti à la limite du hors-jeu mais qui va être couvert par Noah Sangui. Et heureusement. Et Mathis Sabine va recevoir le ballon ici et va envoyer un bombasso sous la barre transversale de Kevin Trapp. Kevin Trapp qui va rien voir venir, hein. D'ailleurs, la stat de Kevin Trapp, c'est qu'il n'a fait aucun arrêt. Alors, il gagne le match, hein, tant mieux pour lui, mais aucun arrêt. Il a pris un but et il n'a eu aucun arrêt à faire. Mais voilà, Mathis Sabine qui va envoyer le missile. Voilà, là, si vous ne voyez pas le ballon, c'est normal. Voilà, je vous laisse 3 secondes pour deviner où est le ballon. Hop, il était là, voilà. Regardez où est le ballon. Vraiment dans les cages, il est monté tout en haut des filets pour montrer à quel point le bombasso de Mathis Sabline était puissant. Voilà, Mathis Sabline, c'est seulement son 3e but en 18 matchs de Ligue 1. 18 matchs aussi, ça veut dire qu'il a joué tous les matchs possibles de Ligue 1 et tous les matchs possibles tout court parce que les 2 matchs de Coupe de France, il les a joués et il a seulement 3 buts en 18 matchs. Alors oui, c'est notre meilleur joueur, là-dessus, il y a pas trop de doute. C'est lui qui nous apporte offensivement, mais seulement 3 buts pour notre meilleur, joueur, c'est très peu et j'aimerais qu'il commence à marquer un peu plus, même s'il n'est pas forcément aidé, par ses coéquipiers. Voilà, alors on passe de la 50e minute à la 78e parce qu'en seconde période, certes, Nantes a été mieux, mais j'ai pas forcément d'action à vous montrer parce qu'on a un petit peu repris le ballon, on a essayé de se créer des trucs, mais rien de bien folichon. Et la plus grosse occasion après le but d'Ablin, c'était le but parisien tout simplement. Kebal qui décale Amari Traoré qui va faire un appel entre 2 défenseurs nantais, voilà, comme si de rien n'était. Il va être servi avec personne au marquage et il va centrer à son tour, second poteau où il y a clairement des erreurs de marquage parce que Coléocho va se retrouver tout seul ici pour finir. Antonio Lopez, je lui en veux pas plus que ça sur le but parce qu'il est concentré premier poteau, voilà, bon, c'est compréhensible. Mais pour moi, le fautif numéro 1, c'est Ganago qui, ici, est plus ou moins au même niveau que Coléocho. D'ailleurs, d'accord, il est un petit peu dans son dos, mais je pense que dans ta vision périphérique, tu vois quand même l'attaquant. Et là, il se retrouve clairement à un bon mètre derrière l'attaquant parisien qui vient d'arriver en prêt de Burnley. D'ailleurs, petite info au passage, c'est gratuit, ne me remerciez pas. Et voilà, donc ça va être le 2-1. On va pas savoir revenir après, hein, évidemment. Donc pour moi, le grand fautif, c'est Ganago. Et puis aussi la concentration des joueurs ici. Pour moi, en fait, Koza devrait être à la place de Tati. Et voilà, on recule chacun comme ça. Ganago est plutôt là. Et c'est Amiens qui est au marquage de Coléocho. Je pense qu'il s'en serait mieux sorti que Ganago, qui est un attaquant. C'est quand même un buteur de formation, Ganago. Et il est contraint de jouer ailier très très bas dans ce système. Mais voilà, donc le gros fautif sur cette action, c'est Ganago. Ça fera 2-1 pour le PFC et on reviendra pas. Le momentum, on voit qu'au première mi-temps, c'est clairement le PFC qui a vraiment beaucoup dominé. En fin de première période, c'était mieux pour les FC Nantes avec le passage à 4. Début, on commence bien avec le but de Mathis Sabline et après, ça se rééquilibre un petit peu. Mais le PFC a eu un petit peu d'une domination.
Voici les stats, donc la possession à peu près équilibrée. On voit qu'aucune des 2 équipes n'a su produire ne serait-ce qu'un XG et même en additionnant les 2 XG, des 2 équipes, on dépasse à peine les 1, XG, les 1 but attendus. Donc c'est vraiment, une production offensive assez très faible des 2 équipes, même si le Paris FC a fait un peu mieux que nous. Au niveau des autres stats, c'est franchement assez équilibré, un match rugueux avec quand même pas mal de fautes de chaque côté, hein, 16 côté Nantes et 14 côté PFC. Voilà, c'était un match équilibré, puis le PFC a réussi à le faire tourner en sa faveur. Et petit point classement, on voit avec 14 points, toujours 2 points seulement d'avance sur le dernier qui est Metz, et déjà 4 points de retard sur, le 15e Nice. Alors c'est assez étonnant de voir les Aiglons ici, mais c'est bien nos 1 concurrents, on va dire, et ça tombe bien parce qu'on les affronte c'est le prochain match, hein. Dans une semaine, on affronte, les Aiglons, en espérant que leur mauvaise dynamique actuelle, nous fera gagner, même si on a perdu la semaine dernière contre eux en Coupe de France. C'était au tir au but, voilà, bref, je ne reviens pas dans les détails. Mais on a déjà 4 points de retard sur le premier non relégable, 5 sur le 14e et le 13e et 8, bon, eux, ils sont déjà loin, hein, le 12e, Lorient, Angers, Brest, Monaco et cetera. Ils sont loin de nous, hein, ils n'ont pas à s'en faire. L'objectif, c'est évidemment de finir minimum 15e, mais si on doit finir 16e pour se maintenir au barrage, on le fera. Tout ce qu'il faut, c'est absolument éviter les 2 dernières places. Bon, maintenant que tout ça est fait, on va passer aux notes que j'ai distribuées aux joueurs du FC Nantes pour ce match. C'est parti. Voici les notes que j'ai distribuées aux joueurs du FC Nantes. On va aller assez vite parce que j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue non plus. Et puis bon, le match m'a un petit peu saoulé, voilà, je vais pas vous mentir. 5 Anthony Lopez. Comme j'ai dit tout à l'heure, je pense que sur le premier but, il peut faire mieux. Voilà, après il a pas eu grand-chose à faire. Koza 4, Tati 5,5, Mwanga 7. Pour moi, c'est le meilleur nantais aujourd'hui. En plus de sa passe décisive superbe, pour Mathis Sablin, il a vraiment été précieux, en défense centrale. Amiens 3, tout le monde passait, sur son côté. Il y avait des espaces énormes. Alors c'est pas que de sa faute, mais en grande partie tout de même, dans son match, il y a rien qui va. Il a pas fait une chose bien. Machado, pas noté évidemment, est sorti, très tôt. Coquelin 3 parce que pour moi, il est transparent. Vraiment, il fait un petit peu de bien, de temps en temps, une fois toutes les 10 minutes, il fait une bonne passe, mais sinon complètement transparent. Et en plus, sur le premier but, c'est lui qui fait la faute grave, hein. La plus grosse erreur du match, clairement, c'est lui qui l'a fait, donc 3 aussi. Sissoko, il y a eu 2 Sissoko dans ce match, ce qui me fait dire, quand à la pause, j'étais très, très pessimiste sur son arrivée et je me disais: «Pourquoi on l'a pris?» À la fin du match, ce qui me fait dire que pourquoi pas, c'était une bonne idée, parce qu'il y a eu 2 Sissoko. Le Sissoko de la première période, qui en défense a été catastrophique, très, très mauvais, et le Sissoko de la fin de la seconde période, de la première période, et le Sissoko de la deuxième période, qui donc était au milieu de terrain et était bien meilleur. Alors je dis pas qu'il était bon, voilà, il n'a pas été bon, mais il a été correct et ça suffit pour rééquilibrer la note à 5. Voilà, c'est sa première, je lui mets la moyenne. Mais j'espère le revoir plus au milieu, voilà, surtout pas en défense, au milieu. Et Mwanga, si ça doit être lui en défense, bah ça sera lui. Mais voilà, j'en profite pour faire un petit point tactique parce qu'on a vu que la défense à 5 ça n'allait pas. C'est pas que par les joueurs, c'est le système qui va pas. En vrai, la défense à 5 ça profite à qui? Honnêtement, ça ne profite qu'à Machado, qui est bien mieux en tant que piston ou latéral offensif qu'en tant que latéral, qui reste défendre, et à Koza parce que lui, du coup, si on est en défense à 4, il est pas titulaire, c'est Machado titulaire. Bon là, Machado va être blessé en l'occurrence, mais voilà, pour moi, il faut revenir sur une défense à 4 et solidifier le milieu parce qu'un milieu à 2, c'est plus possible, on se fait transpercer de partout. Cabella 6 qui était un petit peu l'électron libre, hein, depuis qu'il est arrivé, c'est ça, il bouge partout sur le terrain. Ça a été plutôt bien sans être incroyable, mais 6 c'est quand même la troisième meilleure note du match, donc c'est déjà ça. El Arabi 4, j'aurais pu mettre moins tellement son match a été mauvais. Ablin 6,5, son but lui rajoute, 1 point je dirais, et puis dans l'ensemble, il fait un match, passable, moyennement, moyen vraiment son match, et donc avec son but, ça monte à 6,5. Les remplaçants, Le Pen en 6, j'ai trouvé qu'il a plutôt apporté, je l'ai trouvé, plutôt bon. Guirassy et Ganago 4,5. Alors Guirassy parce que son entrée est pas dingue et Ganago parce que son entrée est plutôt bonne, mais qu'il fait une grosse erreur sur le deuxième but encaissé. Et je sais pas si vous avez arrivé à lire, mais Camara, j'ai écrit, «Casse-toi». Commencez pas à critiquer, mon écriture. Sur souris, c'est hyper dur d'écrire.
Mais voilà, j'ai écrit casse-toi parce que j'en ai pas parlé, parce que ça m'a saoulé. Vraiment, il est rentré en fin de match, il a touché 4 ballons, il a perdu les 4, il a fait aucune passe, c'était horrible. Camara, à chaque fois qu'il rentre, il perd énormément de ballons, il n'est pas au niveau Ligue 1 et je ne comprends pas pourquoi les coachs, que ça soit Luis Castro ou là Ahmed Kantari, continuent à le faire rentrer. Il est nul depuis le début de saison, il n'a pas fait une seule bonne rentrée. Moi, je préférerais faire entrer le jeune Koné du centre de formation qui pourtant a vraiment pas été dingue dans son match face à Nice. Je préférerais le faire entrer lui que Camara. Camara, je suis prêt à payer de l'argent pour casser son prêt et qu'il reparte à Sturm Graz, vraiment d'ici demain là. Je n'en peux plus de ce joueur, il n'a pas le niveau Ligue 1, il n'a pas le niveau du FC Nantes. Voilà, petit coup de gueule passé. Bref, ça fait du bien que ça sorte, hein. Non, à un moment, ce joueur, il m'énerve. Bon, j'espère que Nantes va aller mieux les prochaines semaines. Ça va passer par un gros match face à Nice, je l'espère. Maintenant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à commenter, à partager, etc., etc. Et puis moi, je vous dis ciao tout le monde.